les infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bonsoir. La société civile du Nord Kivu dit non à la proposition par le président ougandais d'une solution à la burundaise de la crise du M23, c'est-à-dire l'octroi d'une amnistie générale à tous les éléments du M23 pour leur intégration ensuite dans les FRDC. Comment analyser cette réaction de la société civile du Nord Kivu? Nous en parlons avec Julien Paluku, il est gouverneur de la province du Nord Kivu. Bonsoir monsieur le gouverneur. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Thomas Dakin-Mouiti, président de la société civile du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur Thomas Dakin-Mouiti. Bonsoir, Guimaté. Bonsoir, son excellence, monsieur le gouverneur de province. Et Jean-Jacques Rondo, il est analyste politique et expert en questions militaires. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC. Bonsoir, Jean-Jacques Rondo. Bonsoir monsieur Anaïro, bonsoir aux auditeurs, bonsoir monsieur le gouverneur et bonsoir à monsieur Dakin. C'est plutôt Guimaté. Sylvain Kabanga de Lubumbashi au Katanga, la décision de la société civile est salutaire dans le sens de protéger l'intégrité du territoire et de combattre l'impunité. En outre, elle éveille la conscience de nos dirigeants qui souvent acceptent de signer certains accords secrets mettant la patrie en danger. Bienvenue à tous dans cette émission. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net. La société civile du Nord Kivu dit non à une quelconque intégration des éléments du M23 au sein de l'armée régulière. Une proposition contenue dans une lettre adressée à Madame Robinson, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, et à Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, et publiée à Goma en début de week-end. Cette organisation citoyenne attire leur attention sur les dangers que pareille initiative représente. D'après elle, je cite, une intégration de ce genre consacrerait l'impunité flagrante des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et d'autres graves violations des droits humains perpétrés par les criminels du M23. Fin de citation. Omar Kavota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu, rejette ainsi l'idée d'amnistier et d'intégrer tous les rebelles du M23 dans l'armée telle qu'avancée par le président ougandais. On l'écoute. Notre coordination a appris de la proposition par le président ougandais d'une solution à la burundaise, c'est-à-dire l'octroi d'une amnistie générale à tous les éléments du M23 pour leur intégration ensuite au sein des FRDC. Notre coordination attire l'attention de Madame Robinson et de Monsieur Martin Kobler sur les dangers que pareille initiative représente. Une intégration de ce genre consacrera sans doute l'impunité flagrante des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et d'autres graves violations des droits humains perpétrés à cœur joie par les criminels du M23. Il est clair pour la population du Nord Kivu que la rébellion du M23 est composée essentiellement de criminels, des militaires rwandais et ougandais qui cherchent à infiltrer à nouveau l'armée congolaise envie de continuer à fragiliser la réforme de l'armée entreprise par le gouvernement et poursuivre le plan de balkanisation. Un coup d'œil sur Kampala où les pourparlers entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 semblent être au point mort. Selon notre source sur place à Munyonyo, rien n'était prévu ce lundi alors que les facilitateurs étaient déjà de retour de New York depuis vendredi soir. La question d'intégration des rebelles du M23 au sein des FRDC bloquerait ces pourparlers pourtant convoqués selon l'exigence des chefs d'État de la CIRGL pour 14 jours. Ce délai est largement dépassé. Innocent Olenga. De l'intégration des éléments du M23 au sein des FRDC, le gouvernement congolais ne veut plus entendre parler. D'ailleurs, il a listé au moins 78 commandants du M23 non éligibles à cette intégration et transmis cette liste aux facilitateurs. Parmi ces non éligibles, le gouvernement congolais atteste clairement qu'il y a une dizaine de Rwandais. L'ex-général Bosco Tanganda, les ex-colonels Sultani Makenga, Innocent Kaina, Baudouin Ngarouye, Albert Kaasha, Innocent Zimurinda, les ex
ex-lieutenant-colonel Bizimungu Masoreza, Dieudonné Munyakazi, Moïse Moussingazi, Léon Kanyamouiba et les ex-majors Bosco Mberabagabo, Patrick Safari et André Zabamouita. Outre l'intégration, les rebelles voudraient bénéficier de l'amnistie sur les faits insurrectionnels. Dans leur entendement, il s'agit des actes de violence collective qu'ils ont commis dans l'Est, de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. C'est à quoi les gouvernements congolais s'opposent catégoriquement, du moins jusqu'à maintenant. Conséquence, c'est pour parler qui devait finir le 24 septembre dernier, ont déjà débordé de 6 jours. Thomas Dakin Mouiti, je commence par vous, parce qu'en fait c'est vous qui faites l'actualité. Je rappelle que vous êtes président de la société civile du Nord Kivu. Vous vous opposez à la solution à la burundaise telle que proposée par le président ougandais. Comment vous analysez votre refus? Merci Guimaté. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire que le président ougandais, en essayant de donner l'exemple du Burundi comme modèle, il se trompe. Et c'est pourquoi la société civile a profité en essayant d'analyser le discours du chef de l'État, Joseph Kabila, lequel discours a semblé convaincre tous les participants à la 68e Assemblée générale des Nations Unies. Or, le président ougandais a constaté que le discours du chef de l'État allait convaincre plus qu'une personnalité. Et il fallait passer, étant donné que le président ougandais, c'est d'abord un des parrains du M23, il a voulu que ses fils soient protégés. Nous, on a profité de cette occasion, étant donné que nous avons créé des amitiés avec la société civile américaine qui suivait tout ce qui s'est passé dans les couloirs et qui nous a soufflé à l'oreille d'attirer l'attention de Mary Robinson et de Martin Kobler. Nous avons profité pour essayer de donner encore une fois notre position, une position que nous partageons même avec le gouverneur, que je salue encore une fois en passant. Et donc, c'est ça ce qui nous a poussé à dénoncer cette manœuvre du président ougandais. D'abord, donner cette position lui retire la qualité de médiateur. Nous nous posons la question, lui en tant que médiateur de pourparlers de Kampala, comment il pouvait, lui, commencer une campagne de ce genre à la 68e Assemblée générale. Thomas Comment il peut faire cette campagne, lui, en tant que médiateur? Thomas Dakamouiti. Et donc, oui. Et donc, si nous avons bien compris, pour la société civile du Nord Kivu, pas d'intégration ni d'amnistie pour tous les éléments du M23, civils et militaires. Absolument, nous l'avons dit, nous le répétons et nous signons. Écoutez, comment pouvez-vous intégrer des personnes qui ont largué des bombes dans une ville comme Goma, qui a tué, qui a violé, qui a fait... Aujourd'hui, c'est le pillage systématique de toute la population qui habite la zone contrôlée par le M23 à Nyiragongo. Ils sont en train de détoler des maisons, s'il vous plaît. Ils sont en train de violer les femmes. Ils sont en train de recruter les enfants des forces. Comment voulez-vous que ces gens-là soient intégrés dans la politique ou dans l'armée et demain commencer à les voir comme des officiers de l'armée nationale? Comment voulez-vous que les gens qui sont en train de piller systématiquement les vivres dans les champs des populations, qu'on les voit demain, colonel, major ou général, dans l'armée avec la mission régalienne d'une armée nationale qui est celle de protéger la population et ses biens. Comment voulez-vous que nous, en tant que citoyens, nous qui prônons les valeurs, nous qui condamnons les antivaleurs, comment voulez-vous que nous puissions participer de manière naïve ou de manière passive à ce que des choses soient... Moi, j'étais à Kampala, M. Maté. J'étais à Kampala. Ces gens-là ont déposé 68
griefs que nous avons appelés à l'époque des prétextes. Nous avons réfléchi avec tout le monde. Nous leur avons posé la question. Vous demandez ceci. Croyez-vous que vous pouvez l'obtenir? Ils n'ont pas trouvé de réponse. Et aujourd'hui, nous avons dit au gouvernement qu'il ne fallait même pas reprendre Kampala. Pourquoi nous avons choisi Martin Kobler et Madame Robinson? Puisque c'est eux, nous pensons, nous sommes convaincus que ce sont ces deux personnalités qui ont insisté pour que le gouvernement rentre à Kampala avec le... Thomas Dakemouti. Alors qu'à notre niveau, nous, on croyait que Kampala n'était plus opportun. Et il n'y aura rien qui peut venir de Kampala puisque les prétextes qui ont été avancés pendant 9 mois n'ont pas trouvé satisfaction. Thomas Dakemouti. Et nous avons dit, est-ce que pendant 2 semaines, ce qui n'a pas réussi pendant 9 mois sera abordé pendant 2 semaines? Voilà, M. Maté. Thomas Dakemouti, bon, les éléments du M23, c'est des militaires, n'est-ce pas, qui ont pris les armes contre la patrie. Ne serait-il pas dangereux de les abandonner, n'est-ce pas, dans la nature? Est-ce que la meilleure façon de pouvoir les contrôler ne serait pas de les réinsérer, n'est-ce pas, dans une structure comme l'armée? Là, on sait que au moins on peut les contrôler au lieu de les laisser comme ça dans la nature. Ils ne risquent pas de devenir beaucoup plus dangereux que s'ils sont réintégrés dans une structure comme l'armée? Écoutez, nous ne disons pas qu'on va les abandonner dans la nature. Parmi les éléments du M23, il y a des Rwandais. Que ces Rwandais rentrent dans l'armée rwandaise. Il y a des Ougandais qui rentrent dans l'armée ougandaise. Il y a des jeunes qui ont été recrutés par la force, qui étaient des tchoukoudeurs, donc des jeunes qui transportaient les choux à partir de Kibumba jusqu'à Goma. Ces jeunes savent leur travail, nous les attendons qu'ils reviennent à leur travail. Il y a des bergers qui gardaient les vaches sont à Massissi, ils vont rentrer, continuer à garder les vaches. Ceux qui sont dans les critères de devenir des militaires dans l'armée nationale, ils seront intégrés selon l'engagement personnel. À notre avis, nous, en tant que société civile, nous croyons que c'est de cette manière que les choses devaient se passer. Et non pas croire qu'on va encore intégrer ce qu'on appelle le M23, comme cela a été fait par le CNDP à l'époque du CNDP, à l'époque du RCD, de MLC. Tout cela, toutes ces procédures-là de l'époque constituent pour nous ce que nous appelons des leçons tirées. Donc, continuer à recycler le mal serait pour nous une erreur grave, Merci. Une erreur impardonnable. Merci. Et donc, nous essayons de partir de des erreurs du passé. Il ne faut pas recycler ce que nous avons vu. Vous avez suivi. Merci Thomas Dakemouti. Merci. Nous allons vous redonner la parole. Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Comment vous analysez cette réaction de la société civile du Nord Kivu qui s'oppose, n'est-ce pas, à la proposition du président ougandais, la solution à la burundaise, à la crise du M23? Merci beaucoup. À mon tour, je voudrais saluer le président Thomas Dakin, Monsieur Jean-Jacques Rondo. Alors, par rapport à ce qui se passe, je suis heureux aujourd'hui que la société civile ait un même langage avec le gouvernement. Et cela traduit donc pour moi une conscience congolaise qui s'installe davantage et qui s'enracine. Parce que par le temps passé, c'était des discours opposés entre le gouvernement et la société civile. J'étais donc à dire que c'est depuis le 16 septembre que le gouvernement a sorti la liste de tous les criminels qui ne doivent plus intégrer l'armée congolaise. Et donc, lorsque la société civile le dit aujourd'hui, c'est une façon de s'associer déjà à cette volonté du gouvernement de ne plus voir ces criminels. Et moi, je peux expliquer cela à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, effectivement, comme l'a dit le président de la société civile, ce sont les expériences malheureuses du passé. Avec ce qui s'est passé avant, les mixages et les brassages, 2003 on intègre tout le monde, ça n'a pas empêché Laurent Kunda d'être créé, en 2008 on fait les mixages, ça n'a pas empêché encore Laurent Kunda de revenir, on intègre Boss Kontaganda, ça n'a pas empêché le M23 à revenir, et donc on comprend qu'au stade actuel, l'intégration n'est pas la solution au problème de l'Est. Et pour moi, je suis en train de vouloir renforcer la compréhension de toute l'opinion
aussi bien nationales qu'internationales, que le problème de l'Est n'est plus l'intégration des criminels ou des belligérants dans l'armée, mais on a toujours éludé la question de balkanisation. Étant donné qu'on n'est pas arrivé effectivement à l'objectif poursuivi, on revient à un cycle qui devient infernal. Lorsque vous voyez toutes les rébellions qui se sont succédées, eh bien, il y avait des concepts qui circulaient dans l'opinion, comme la République des volcans, la République du Kivu, la République des Grands Lacs. Parce qu'on n'est jamais arrivé à ça, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à pouvoir revenir sur ces cycles-là. Et le pays le plus utilisé dans ces schémas, effectivement, on ne le cite pas assez souvent, c'est le Rwanda qui a aussi eu le loisir de créer à l'intérieur de la RDC un espace d'expression interne en mettant dans la bouche de certains Congolais des consommables que j'appelle les consommables internationaux, comme les FDLR, comme les retours des réfugiés, pour voiler effectivement les véritables mobiles de la guerre. Maintenant qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que les mobiles de la guerre, ce n'est pas l'intégration des gens dans l'armée, mais plutôt les soucis pour certains de balkaniser une partie, cette conscience renforcée me réjouit. Et ça va faire en sorte que lorsque nous voulons attaquer le mal par ses racines, nous puissions tous avoir le même langage. Et d'ailleurs, je crois que c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a dû convoquer les concertations nationales pour renforcer la cohésion et de manière à ce que tous les Congolais, nous parlons le même langage devant une menace qui nous guette. Ça, c'est le premier palier d'explication. Le deuxième palier, le président l'a dit, tous ces gens qui sont dans le M23, il y en a qui sont condamnés, il y en a qui sont des récidivistes, il y en a qui sont sous sanction des Nations Unies. Et les Nations Unies, j'ai eu à recevoir Martin Kobler-Goma, j'ai eu à recevoir Mme Rémy Robinson, l'envoyé de l'Union européenne, de l'Union africaine. Tous ont dit effectivement qu'ils soutenaient le gouvernement congolais à ne pas intégrer ces criminels dans les forces armées. Et à mon sens, j'estime que si nous avons cette même compréhension tous, le problème du Kivu sera résolu demain. Parce que j'ai eu l'impression qu'on continue à les réduire à l'espace du Kivu, et c'est ce qui fait qu'on n'a pas la compréhension globale de la balkanisation qui est un objectif poursuivi et pour lequel il y a des recyclages, des rébellions au jour le jour. Oui, monsieur le gouverneur, le gouvernement congolais a récemment publié une liste d'une centaine de personnes du M23, n'est-ce pas, non éligibles à la réintégration au CDF-RDC. Une centaine par rapport à un effectif d'au moins 2000 qui constitue les M23, n'est-ce pas une goutte d'eau dans un océan? Est-ce que le gouvernement congolais n'est pas totalement opposé à l'éventualité de l'incorporation du M23 au sein des FRDC? Non, là aussi, il faut que les gens comprennent comment fonctionne le M23. En fait, lorsque la brigade d'intervention a pu appuyer les FARDC pour faire sauter les verrous de Kibati et de Kilimanyoka, aux Nations Unies, on a compris que les éléments qui étaient en face de la coalition brigade d'intervention FARDC, ce n'étaient pas des éléments du M23. On se battait contre un État. Vous vous rappelez qu'en avril 2012, lorsque le M23 est créé, il avait autour de 600 personnes. Et lorsqu'il a pu recruter les Rutshuru et ailleurs, il est arrivé autour de 1500. Mais quelqu'un peut se poser la question de savoir, depuis que les combats ont eu lieu, une année après, le M23 n'a pas de blessés de guerre, le M23 n'a pas d'invalides, le M23 n'a pas de décès. Chaque jour, lui garde de ces 1500 personnes et ces 2000. Je crois que les gens qui sont normaux comprennent effectivement que au stade actuel, le M23 est essentiellement appuyé et c'est ce qui fait que c'est une coquille vide. Si on doit prendre les éléments congolais au sein du M23, il n'y en a plus. Voyez un peu les blessés de guerre qui ont été victimes lors des affrontements du mois dernier à Kibati. Ils ne sont ni à l'hôpital de Rutshuru, parce que c'est le meilleur hôpital du territoire de Rutshuru. Ils ne sont ni à Bunagana, où j'ai pu construire un centre hospitalier moyen. Ils ne sont nulle part dans aucune structure sanitaire de la RDC. Où sont-ils aujourd'hui? Donc ce sont des éléments qui vous montrent que ceux qui combattaient effectivement n'étaient pas des éléments du M23 parce qu'on aurait pu les constater dans les hôpitaux, dans les territoires de Rutshuru. Et aujourd'hui, lorsque le gouvernement sort la liste, il sort effectivement la liste des personnes qui sont reconnues, qui ont été au RCD, qui ont été au CNDP et qui ont été au M23. En dehors de cela, d'autres personnes qui seraient retrouvées au M23, ce sont essentiellement des démobilisés de l'armée rwandaise que l'armée rwandaise veut utiliser comme un cheval de Troie plus tard qui lui permettra de recréer encore une fois un mouvement rebelle à l'intérieur de la RDC. C'est ça la compréhension que tous les Congolais doivent avoir désormais et non pas le folklore auquel on assiste à Kinshasa où les gens ont une compréhension presque erronée de ce qui se passe à l'Est. Nous allons prendre pour vous, monsieur le gouverneur, cette réaction qui vient de Bukavu au Sud Kivu.
Amos Bissimwa de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. La position de la société civile du Nord Kivu est salutaire pour la RDC, malheureusement contradictoire à celle du gouvernement qui semble dire amen à cette intégration, à l'exception de 100 éléments accusés de graves violations des droits humains. À l'époque du RCD, du CNDP, on a intégré les étrangers dans l'armée, dans la police, voire dans l'administration publique. Aujourd'hui, on veut intégrer les M23 en fait de réussir petit à petit leur plan de la balkanisation de notre pays. L'étonnant, c'est d'avoir un pouvoir qui accepte tout, même l'impossible, au nom de la paix jamais vécue par le peuple congolais. Y aurait-il faiblesse, trahison ou complicité? Réaction, monsieur le gouverneur. Non, je pense que l'ami qui a parlé, il n'a pas suivi les explications de tout à l'heure. On comprend bien qu'il aurait peut-être dû parler avant qu'il ne suive les explications. Le gouvernement était le premier, depuis le 16 septembre, à pouvoir se prononcer sur la question. Et je dis clairement qu'au stade actuel, on a compris que le problème, ce n'est pas l'intégration au sein des FARDC. C'est plutôt cette balkanisation dont parle l'auditeur. Et si tous ensemble, en tant que Congolais, nous avons cette compréhension, je crois que c'est le début de la fin. Et le gouvernement n'est pas en train de tergiverser parce que le danger est très grand. C'est pas le chef de l'État qui voudra qu'un morceau de son territoire lui soit pris par une ou deux personnes. C'est pas le gouvernement, c'est pas le gouverneur. Je pense qu'ensemble, aujourd'hui que nous voyons en face de nous le problème, nous devons nous mettre l'idée en tête que le Congo nous appartient. Et c'est la raison pour laquelle au sein des concertations, nous, au niveau du DDR, nous avons estimé même qu'il faut une recommandation où on va rendre obligatoire les services militaires. Parce que c'est ça qui va former la conscience congolaise, de manière à nous permettre de mettre en place et en face de ceux qui ont toujours des velléités vis-à-vis de notre pays, de comprendre que cette conscience-là ne permettra plus une aventure à l'intérêt de la RDC, sinon ce serait ce qui crée l'aventure de subir la rigueur. Merci. Donc je crois que cette compréhension-là, telle que je le sens à travers la République, renforce davantage la position du gouvernement et devant les instances internationales, je ne vois pas les Nations Unies aujourd'hui en train de demander au gouvernement de poursuivre cette machine macabre d'intégrer les gens dans l'armée, surtout que les mêmes Nations Unies ont déjà sorti la liste de sécurité sous sanction, ont déjà clairement indiqué que le M23 est une force négative. Merci, et donc, il ne faudrait pas que nous comprenions que les Nations Unies accompagnent la RDC dans une distraction. Il faudrait que les Nations Unies nous accompagnent dans un schéma qui a pour objectif d'asseoir une paix durable et de permettre à la RDC de pouvoir se développer comme d'autres États à travers le monde. Merci, monsieur le gouverneur. Jean-Jacques Wondo, vous êtes analyste politique et expert en questions militaires. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage intitulé Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC. La solution à la burundaise est-elle adaptable à la RDC? Merci, monsieur Guimaté. Je répare mon erreur de tout à l'heure. Je pense que c'est mettre deux situations différentes entre la situation du Burundi et la situation du Congo. Mais je vais commencer d'abord par quelques observations. Ce que vient de proposer le président de l'Ouganda, M. Museveni, c'est une mauvaise approche de l'analyse de la situation en RDC. Cela ne m'étonne pas car d'un côté, si vous lisez les derniers rapports de l'ONU qui ont été établis par rapport à cette crise, l'Ouganda est à la fois juge et partie, pour la simple raison que certains éléments du rapport ont démontré que le M23 a bénéficié du soutien de l'Ouganda. Deuxième observation, je pense que mes prédécesseurs l'ont dit plutôt, nous devons faire un retour en arrière dans l'histoire récente de la RDC. Nous avons connu le brassage, le mixage, l'intégration. Et tous ces processus ont poursuivi le même schéma que celui proposé par le président ougandais. Et ma question est la suivante. On en est où aujourd'hui? À la case de départ, même loin que la case de départ, car entre-temps, il y a eu des morts innocentes en plus. La troisième observation concerne l'armée. Parce que trop souvent, quand on parle de la réforme de l'armée, et je vois beaucoup d'experts civils qui viennent, qui se proposent comme experts, mais peu de gens comprennent le fonctionnement d'une armée. On dit que le fondement d'une armée, la force d'une armée repose sur la discipline. Et dès qu'une armée se mutine, qui est un cas avéré d'indiscipline, elle est bonne à rien, elle est bonne pour la poubelle.
Et ces derniers temps, par rapport à la situation de l'Est, je suis en train d'interroger plusieurs experts qui ont connu la force publique, l'ANC, les FAS, les FAC et les FARDC. Tous les militaires congolais étrangers sont unanimes pour dire que jamais pouvoir réintégrer dans l'armée des personnes qui se sont mutinées. Et la plupart d'eux disent que dès 1960, le 8 juillet, avec la mutinerie de la force publique, l'armée congolaise était déjà vouée à l'échec. Nous avons toutes ces erreurs du passé. Pourquoi voudrions-nous encore recommencer les mêmes erreurs? Donc, le fondement d'une armée repose sur la discipline. Or, ici, avec le cas du M23, on a affaire à des personnes qui sont multirécidivistes. Certains, on les a connus dans l'AFDEL, ils sont passés au FC de Goma, puis au CNDP pour se retrouver au M23 à chaque période de solution qui aboutit à quoi? Et je vais juste rappeler, je reste technique, en droit pénal, quand on est multirécidiviste, on est puni sévèrement, mais en plus, un multirécidiviste, on lui fait assortir des mesures qu'on appelle des mesures de sûreté, tendant à l'empêcher de se retrouver dans une situation où il commettrait ses crimes. Or, pour les cas qui nous concernent, quelqu'un qui est multirécidiviste, pour l'empêcher de se retrouver dans une situation où il commettrait des crimes, c'est l'empêcher de se retrouver au sein d'une armée. Et pour parler de la situation du Burundi, ici, la guerre au Burundi reste plutôt une guerre ethnique, politique. Même si les rebelles ont pu bénéficier des bases arrières au Congo, mais ce n'était pas le Congo qui soutenait le Burundi. Alors que la guerre au Congo, comme l'a dit monsieur le gouverneur, c'est une exportation d'une guerre expansionniste qui vient des pays frontaliers, notamment le Rwanda et l'Ouganda, qui veulent profiter du Congo, de ses ressources, et c'est une guerre qui est transnationale. Donc on ne peut pas demander au Congo à trouver des solutions sur des problèmes qui le concernent, alors que le problème reste systémique et régional. Je préfère m'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à clarifier par rapport à cela, M. Guimaté. Jean-Jacques Rondo, les éléments du M23, n'est-ce pas, c'est des militaires qui ont pris des armes et qui sont habitués à utiliser ces armes. Vous ne pensez pas que les laisser comme ça dans la nature serait plus dangereux que les insérer, n'est-ce pas, dans une structure où ils pourraient être bien contrôlés? Oui, les laisser dans la nature, déjà, vous avez vu la liste qui a été publiée. Jusqu'à présent, nous n'avons connaissance de la liste des officiers. C'est comme si les 1600 personnes qui ne sont pas citées sont tous congolais. Or, nous savons que beaucoup de recrutements ont été faits au départ du Rwanda et de l'Ouganda. Donc, parmi les 1600 qui restent, il y a peut-être au moins plus de la moitié qui ne seraient pas congolais. De l'autre côté, je dis, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, que l'armée serait le lieu idéal pour pouvoir le réinsérer, je reviens encore, quelqu'un qui s'est mutiné n'est plus pour l'armée et sa place est ailleurs. Nous avons connu des pays qui ont mis en place des programmes qu'on appelle DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, ou DDRR pour en ce qui concerne les étrangers. Le cas du Libéria, je donne un exemple dans une analyse que j'ai publiée récemment sur mon site, le cas de l'Angola, et ce sont ces personnes, il faut les accompagner à être utiles dans la société, mais pour le reste de nos Congolais, leur place n'est pas dans notre société congolaise, et ces personnes doivent retourner chez elles. Mais je pense que quand les négociateurs vont à Kampala, ils doivent une fois se mettre en empathie à la place des populations qui vivent cette situation au quotidien. Qu'est-ce qu'une réintégration de ces personnes apporterait comme valeur ajoutée, comme plus-value à l'efficacité d'une armée? Et ça, c'est constaté, c'est qu'on nous appelle une armée des milices. Une armée des milices ne défendra jamais l'intérêt national. Elle sera toujours confrontée à des guerres intérieures. Pour moi, il faut mettre en place des programmes efficaces pour certaines personnes, mais surtout d'abord que la justice fasse en deuxième temps, avant de dépasser la leader, fasse son travail. Il y a eu des lois qui ont été publiées, notamment la loi sur les statuts militaires. Cette loi, à son article 240, au point 10, elle condamne toute personne qui s'est mutinée, qui a pris les armes contre la nation et tout ça. Mais pourquoi voter des lois? Pourquoi les promulguer dès lors qu'on ne sait pas les appliquer? Et cela même pose le problème de la notion de l'état de droit. C'est quoi un état de droit? Un état qui respecte sa législation, qui n'a pas de législation. Mais ne créons pas de législation pour qu'elle devienne des exceptions.
Et c'est très important parce que pour moi, ces personnes, personnellement, et tous les experts sérieux vous le diront, leur place n'est pas dans l'armée. L'armée est appelée à être une corps sain. Jean-Jacques Kondo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des États-Unis. Gilbert Lunanga Boulambo, depuis les États-Unis, précisément dans la ville de Caroline du Nord. Je soutiens totalement la société civile du Nord Kivu. Amnistier et intégrer le M23 dans le FARDC. Les gens qui ont tué et violé, c'est encourager l'impunité dans notre pays. Pourquoi l'Ouganda et le Rwanda, eux, n'ont pas encore amnistié leur propre rébellion? La RDC est un État souverain et ne doit pas se plier à n'importe quelle décision ou suggestion venue de l'extérieur. Brève réaction, Jean-Jacques Kondo. Mais c'est dont je viens de parler, c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas trouver d'un côté la solution au Congo alors que le même problème se pose en Ouganda et au Rwanda. Et je pense qu'il faut retourner à l'esprit de l'accord de paix, c'est-à-dire l'accord cadre d'Addis Abeba, qui demande non seulement des efforts au Congo, mais aussi que certains pays fassent des efforts de leur côté. Ici, on confine la crise congolaise. Et de plus, on est en train de bipolariser une crise alors qu'il n'y a pas que le M23. Nous avons une cinquantaine d'autres groupes armés au Congo. Résoudre le problème avec le M23 ne résoudra pas forcément tous les problèmes de l'Est du Congo. Parce que cette crise-là, c'est une crise qui est transfrontalière, qui trouve ses causes à l'extérieur et qui viennent ramener vers le Congo des problèmes internes du Rwanda, principalement. Donc je pense qu'il faudrait que la solution soit globale, ce que je dis systémique, non seulement confinée au Congo, mais en Ouganda, tout comme au Rwanda. Monsieur Thomas Dakin-Mouiti, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kisangani en province orientale. Moi, c'est Pepe Lisungi Botomorito depuis Kisangani en province orientale. Je trouve cette position de la société civile du Nord Kivu moins importante. Qu'est-ce que la société civile? La poursuite de la guerre ou la paix? Hier, ils ont crié au nom du gouvernement et de la communauté internationale de chercher à mettre fin à la guerre dans leur province. Pourquoi alors prendre de telles décisions qui n'aura pas d'impact? Il faut que la société civile du Nord Kivu sache que sauver la paix, on s'incline à toutes les résolutions qui peuvent amener cette paix, que la société civile du Nord Kivu ne puisse pas être instrumentalisée. Mais ce n'est pas une décision de mascarade, car ils sont absents à Kampala et moins représentant la concertation nationale. Monsieur Thomas Dakamouiti, votre réaction? Je pense que mon ami qui est à Kisangani se trompe, il se trompe beaucoup. Vous savez, il y a les gens qui interviennent sans comprendre les choses de manière profonde. Il dit que la société civile doit s'inscrire dans la logique de la paix. Effectivement, c'est ça la paix que nous recherchons. Nous ne sommes pas pour la guerre, mais on ne peut pas chercher des solutions fragiles à un problème. Nous ne sommes pas à Kampala. Nous ne pouvons pas être à Kampala puisque nous connaissons qu'à Kampala, il n'y aura rien. Il signale que nous sommes moins représentés aux concertations à Kinshasa. Je pense que ça, ce n'est pas le problème qui nous préoccupe maintenant. Ce n'est pas le débat de ce soir. C'était la question des concertations. Voilà. Mais je voudrais plutôt revenir sur cette liste de 72 ou 78 personnes. Mais vous n'avez pas répondu, Thomas Dakamouiti, vous n'avez pas réagi à cette question de M. Pepe Lisungi de Kisangani qui dit que vous dites une chose et son contraire. Hein. Vous battez chaque jour, n'est-ce pas, pour que la paix puisse revenir. Mais lorsqu'on vous propose un schéma qui peut ramener la paix, vous semblez vous opposer à ces schémas. Donc vous n'êtes pas pour la paix. Oui, c'est pourquoi je lui dis qu'il n'est pas informé. Il n'est pas informé. Quand nous disons que le M23 ne doit pas être intégré dans l'armée nationale congolaise, c'est pour privilégier la paix et la paix durable. Vous savez, il y a des personnes qui interviennent sans comprendre. Nous, ce que nous disons, si la République démocratique du Congo voudrait entretenir des pourparlers, voudrait privilégier la voie politique comme cela a été proposé par le chef de l'État, la voie politique diplomatique et la voie militaire, nous disons que la guerre de l'Est
n'est pas une guerre comme la guerre du Burundi. Le Burundi, c'était les Burundais eux-mêmes. La guerre de l'Est, c'est une guerre d'agression. C'est le Rwanda, l'Ouganda qui agressent la RDC. Et tous ceux qui interviennent dans le M23 ne sont que des marionnettes, c'est-à-dire intégrer des petites marionnettes dans l'armée nationale congolaise serait tout simplement fragiliser l'armée. Et je pense que mon ami qui est à Kisangani n'est pas en train de suivre les événements depuis le RCD, depuis le CNDP, aujourd'hui le M23. On a essayé de faire ce qu'on voudrait faire et j'ai très bien dit qu'on ne doit pas, une personne normale ne doit pas recycler les erreurs du passé. Oui, mais c'est ça, vous sentez que ça n'a pas marché, il faut changer d'approche. Et donc, nous, on a demandé au gouvernement congolais s'il faut organiser des pourparlers sur le plan politique et diplomatique, qu'on aille traiter avec le Rwanda, le pays agresseur, qu'on parle avec l'Ouganda, qu'est-ce qu'ils veulent, la balkanisation, les Congolais ne marcheront jamais. Si notre ami est utilisé pour parler de ça et essayer de défendre le M23, Monsieur Thomas Dakamouti, oui, vous dites que vous estimez que l'approche la plus efficace, c'est d'aller vers le Rwanda, n'est-ce pas, vers l'Ouganda et parler avec ces pays. Mais si vous vous rendez compte que en y allant, ils ont la position, n'est-ce pas, qui est la leur, c'est celle-là. Et ces pays vous disent, pour que nous puissions nous attendre avec vous, vous devez réintégrer ces gens au sein de votre armée nationale, au sein de vos institutions. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, la réponse est déjà donnée, Guy Maté. La réponse est claire. Si le Rwanda peut nous donner des leçons, qu'il commence par les problèmes semblables aux nôtres, il l'est avec les FDLR. Je pense que tout le monde a suivi ce qui a été dit entre le Rwanda et la Tanzanie lorsque le chef de l'État tanzanien a donné la proposition à ce que le Rwanda et l'Ouganda se mettent autour d'une table avec leurs groupes armés, donc les FDLR et les ADF Nalu. Ça n'a pas marché. Au lieu de répondre, au lieu d'accepter, ils ont commencé à utiliser même des langages. Monsieur Thomas Dakamouti, merci. Monsieur Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Il y en a qui pensent que l'approche la plus efficace c'est de négocier avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais lorsque déjà vous avez des solutions n'est-ce pas, qui sont proposées par le président ougandais, à travers ce genre de propositions, on connaît déjà la position de l'Ouganda. Faut-il encore aller négocier avec ces pays qui nous proposent une solution qui ne semble pas nous arranger? Non, je pense que la solution est simple. Pour devoir trouver la solution, il faut connaître les problèmes, il faut connaître les menaces. Je vais l'expliquer. Il y a 3 grandes menaces dans la région de Grand Lac. Le M23 constitue une menace contre la RDC. Le FDLR constitue une menace contre le Rwanda. Les rebelles d'ADF Nalu constituent une menace contre l'Ouganda. Curieusement, toutes ces 3 menaces se retrouvent en République démocratique du Congo. Alors, quelle est la solution pour qu'on termine les suspicions entre les 3 États? C'est d'éliminer simplement ces 3 menaces. Parce qu'ils se retrouvent être en République démocratique du Congo, les Nations Unies ont estimé qu'il fallait, par la résolution 2098, créer une brigade d'intervention pour venir éliminer ces menaces. Pourquoi on doit penser à d'autres solutions alors que l'élimination de ces menaces est déjà prévue par une résolution du Conseil de sécurité? Et qu'en les éliminant, la RDC se retrouve, qu'en les éliminant, les Rwandais se retrouvent, qu'en les éliminant, l'Ouganda se retrouve, à ce moment-là, il n'y aura plus d'accusation de part et d'autre pour dire que la RDC entretient les FDLR, que les Rwandais entretiennent les M23, que la RDC entretient les EDF Nalu. Je crois que passer outre cette solution-là, c'est chercher à faire perdurer inutilement les problèmes à l'est de la RDC, alors que nous voyons la solution devant nos yeux, surtout avec le déploiement de cette brigade, dont nous avons salué les prouesses lorsqu'elle a dû intervenir aux côtés des forces armées. Le deuxième élément de la solution, c'est quoi? Quand on va neutraliser ces 3 menaces, certainement qu'il y aura des résidus, c'est-à-dire des éléments résiduels de ces 3 éléments. Pour les Congolais, on va simplement passer par le DDR, c'est-à-dire le désarmement qui doit être suivi immédiatement de la destruction de toutes les armes.
Parce que parmi les erreurs que nous avions commises avant, c'est qu'effectivement, on désarmait les anciens rebelles, mais on réinjectait les armes qu'ils avaient dans la circulation. Et ça fait que ces armes ont souvent été utilisées pour la création de nouveaux mouvements. Moi, je propose au stade actuel que si on arrive à une étape de désarmement, on doit désarmer et détruire toutes les armes que détiennent les mouvements rebelles de manière à ne rester qu'avec les armes du gouvernement. À ce moment-là, ça sera un palier très important qui nous ramènerait vers la paix. Le troisième palier de solution, c'est qu'effectivement on crée un vaste programme de reconstruction nationale pour que tous ces démobilisés qui n'ont rien à faire soient injectés dans des grands travaux d'entretien, de construction de routes, de manière à leur permettre d'être occupés pendant un temps où l'armée elle-même est en train de se construire. Parce qu'à côté de tout cela, effectivement, la solution principale que je connais comme le pilier de la paix pour notre pays, c'est de construire un système de défense efficace. Et à le développer dans beaucoup d'émissions. Nous sommes un pays qui est à la superficie de l'Europe occidentale. Merci, monsieur le mais lorsqu'on voit les éléments des forces armées de l'Europe, c'est 1 300 000 hommes. Quand nous avons encore 100 000 hommes. Nous devons renforcer ce secteur-là de manière à créer une dissuasion et ne plus permettre qui que ce soit ne vienne faire de l'aventure dans notre pays. Jean-Jacques Wondo, vous avez proposé une solution globale, notamment la mise en place d'un programme DDR, la réforme de l'armée. À part ces deux facteurs, vous proposez encore quoi comme solution durable? Comme solution durable, je pense qu'il faut que l'État congolais puisse d'abord prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que trop souvent, le Congo essaie de compter sur l'étranger. Nous avons vu la présence de la MONUSCO, ça fait 13 ans, avec des résultats, je ne dirais pas négatifs, assez mitigés. Donc, un État responsable va d'abord commencer à mettre en place une armée. Et la réforme, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. C'est-à-dire que transformer le fonctionnement de l'armée pour qu'elle soit efficace. Donc, c'est un point très intéressant. Mais la solution globale aussi, le gouverneur l'a dit, éradiquer le trois mouvements, donc le grand mouvement M23, FDLR, ADF. Mais je crains que le problème ne soit pas limité à ces groupes ou à cette option militaire, car la guerre au Congo ou la guerre par procuration au Congo a aussi un volet qui reste économique sécuritaire. Et quelque part, je pense que pour des pays comme le Rwanda, la présence des FDLR les arrange au Congo pour trouver un alibi de pouvoir traverser vers le Congo et trouver une solution. Et je pense que la solution proposée plutôt par le président qui ne concerne pas seulement de s'attaquer à ces groupes, mais qui est aussi des dialogues politiques intérieurs à ces pays-là, permettrait aussi de trouver des solutions politiques qui englobent ces aspects sécuritaires. Parce qu'on peut aujourd'hui désarmer ou détruire toutes les armes du M23. Nous savons d'où viennent ces circuits. Pour se procurer une arme, il suffit d'aller au Rwanda. Ils vont créer des circuits d'approvisionnement d'armes, ou même les FARDC eux-mêmes, des généraux ont vendu des armes aux ennemis. Donc je pense qu'il faut une solution politique non seulement interne au Congo, mais interne à chaque pays concerné, et aussi une volonté politique de la communauté internationale. Jusque-là, la communauté internationale reste un peu molle dans sa position. On a vu la brigade qui essaye parfois, même personnellement, je ne crois pas à la brigade. Merci. Thomas Dakin-Mouiti, votre conclusion, nous sommes à la fin de l'émission. 3-4 éléments. Le premier élément, c'est de mettre fin tout de suite et sans condition au pourparlers de Kampala. Deuxième élément. Deuxième, renforcer les FARDC sur les lignes de front. Troisième. Troisième, la population congolaise doit continuer à rester vigilante et ne pas se faire tromper par qui que ce soit. Merci, monsieur le gouverneur Julien Paluku, votre conclusion. Ma conclusion, c'est que, premier élément, il faut respecter l'accord global d'Addis Abeba. Deuxième élément, il faut détruire militairement les M23, les FDLR et les EDF Nalou. Ce sera la solution durable pour l'Est de la RDC. Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matundu était à la technique, Alain Irung, à la réalisation assistée de Samuel Kachak, sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, devant ce micro Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Kapi.
eza ntango ya kolela lisusu te, ekomi ntango ya kopapa ebe kopapa kopengana binemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso oyo bazokosa peuple congolais bazosoutenir imposteur bamama olangi koteyaka bato kaka bible mboka na bino bokomi na occupation ozokosa bato bamukuna batraite surtout yo Patrice Ngondoki ya bandoki eza ntango ya kolela lisusu te, ekomi ntango ya kopapa ebe kopapa kopengana binemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bango machete kopapa bake Léopold abomaka bakongolais 10 millions lelo yo Didier Rendes, André Flao, Louis Michel bino bawolon oza kokontinue kolala peuple congolais na nsima eza ntango ya kolela lisusu te, ekomi ntango ya kopapa ebe kopapa kopengana binemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bango machete kopapa bake Hippolyte Kanambe oza rwandais tout soko tie makolono awa na Belgique nayebi ke outaki koya okutani na Didier Rendes na aéroport na zwa information mais soko ye suro na Belgique ekopela moto tufi ya mama na yo rwandais imbécile komo eza yo te eza ntango ya kolela lisusu te, ekomi ntango ya kopapa ebe kopapa kopengana binemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bango machete kopapa bake adidi Hippolyte Kanambe mende kengo wadondo debu obotama na Kongo esala mpo yosala nini niame imbécile eza ntango ya kolela lisusu te, ekomi ntango ya kopapa ebe kopapa kopengana binemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bango machete kopapa bake message na Jibira yo jibe ozosaka na bitumbo tozobunda ozosaka na bitumbo olikobeta humanitaire awa na poto telobeta humanitaire na Bandundu na Mbandaka na Kisangani okokufa awa na podium Jibira eza ntango ya kolela lisusu te, ekomi ntango ya kopapa ebe kopapa kopengana binemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bango machete kopapa bakende ae ale moloto kolo adoration ale moloto papa moloto ae ale moloto ozalaki ebe yo moko ale moloto lelo papa moloto akufeli nini yo papa moloto akufeli mabele ya Kongo papa moloto akufeli mabele ya Kibambwe papa moloto akufeli mabele ya Patrice Emery Lumumba papa moloto akufeli peuple congolais biso bakongolais tozali témoin ya liwa na yo kolo adoration afoisonne yo mbala nsambo na Kongo mpo oteyi verité ya makambo nyonso ya Kongo merci na bana ya kinie papa moloto osali isolo oyo pasere moko ya kosala te